Et que dire de plus que j'enseigne donc la sociologie de l'ESS depuis un certain nombre d'années et que je fais des recherches sur l'ESS, alors pas que sur les associations, peut-être que ça donnera l'occasion de rencontrer des trucs parallèles, mais bon, voilà, dans l'ESS, vous le savez, il y a quand même très majoritairement d'associations, donc quand on fait des recherches sur l'ESS, on en revient très souvent quand même à parler du monde associatif au sens le plus large, donc c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure. Oui, bonjour, on va éviter les bruits parasites. Renaud Drouy, donc je suis coprésident de la coordination Savara. Savara, ça veut dire en fait structure d'appui à la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était un peu un guide asso il y a 20 ans. Et du coup, on regroupe en fait un certain nombre de membres en fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se retrouvent pour mutualiser, pour se coordonner sur les questions de vie associative anticipée. Et nous avons en fait plusieurs chantiers qui sont en cours, dont la question qui fera l'objet d'un atelier, deux ateliers cet après-midi. Un sur la mutualisation et puis l'autre, le second, sur la marque employeur en particulier. Mais on n'est pas que là-dessus, bien entendu. Et par ailleurs, je suis donc effectivement directeur de l'AGEL-CA, qui est Centre ressources pour l'économie sociale et solidaire sur le département de l'Ain. On intervient sur la thématique d'aujourd'hui, plus particulièrement sur la question d'emploi, au travers, on va dire, de 3 dispositifs. Notre point d'appui à la vie associative, qui accompagne les employeurs, les bénévoles, etc. Le DLA, dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif d'État qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire, et pas uniquement associative, par rapport à des problématiques qu'elles peuvent rencontrer à un moment donné de leur vie. Et puis également au travers d'un service paye, puisque nous faisons la paye plus particulièrement des toutes petites associations employeuses qui ne sont pas en capacité, enfin aujourd'hui la paye ça ne se fait plus sur Excel, voilà, on le sait, c'est un peu plus compliqué. Et du coup on les aide et on les accompagne en fait dans ces démarches-là pour que les salariés n'aient pas de mauvaises surprises à certains moments de leur vie professionnelle. Bonjour, Éric Longinotti, je représente aujourd'hui l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS. C'est une organisation patronale qui est reconnue représentative au niveau multiprofessionnel. Elle regroupe 23 organisations patronales représentant surtout 16 branches professionnelles en fait. C'est une multitude de branches différentes, mais qui pour autant sont fédérées autour de l'UDES. Je vous dirais que le chemin a été long pour être reconnu en tant que tel par les pouvoirs publics. Il n'est pas d'ailleurs fini ce chemin, on est en train de le tracer progressivement en avançant. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'UDES c'est 4500 employeurs je crois, et puis je ne sais combien d'emplois derrière, Meredith, tu pourrais m'éclairer un peu plus là-dessus, mais ça représente tout de même 80% des entreprises de l'ESS fédérées par l'UDES. Voilà, ça c'est pour ma petite casquette UDES. Par ailleurs, je suis donc directeur de Drôme Profession Sport Animation, qui est une structure, comme son nom l'indique, dromoise, qui accompagne au quotidien les plus petites associations employeuses du département, 280 adhérentes, puisqu'on parle d'associations. Comme le disait Renaud, on se connaît bien, on fait partie tous les deux aussi de Savara. Nous sommes là au quotidien pour accompagner les plus petites assos sur l'emploi, sur toute question d'ordre juridique ou organisationnel, pour faire monter en compétence à notre niveau les bénévoles pour qu'ils tiennent tout simplement leur rôle au sein de leurs associations. Et Dieu sait que c'est difficile aujourd'hui, de plus en plus difficile d'ailleurs de mon point de vue, mais ça on aura l'occasion d'en débattre. Merci. Avant d'entrer dans les questions à nos intervenants, on souhaitait vous apporter quelques chiffres pour donner un cadre aussi autour de l'emploi associatif dans la région. Ces premiers chiffres que je vais vous donner viennent des travaux de Recherche et Solidarité, qui est une association qui produit de la donnée autour de l'activité associative en France.
On sait donc qu'il y a un peu plus de 20 000 associations employeuses dans la région, parmi les 180 000 associations au total. Et on estime qu'en France, environ 15% des associations sont employeuses, donc 85% environ fonctionnent uniquement sur la base du bénévolat. Dans la région, les associations emploient plus de 241 000 salariés, ce qui représente presque 10% de l'emploi privé et presque 6 milliards d'euros de masse salariale rien que dans la région. La moitié des associations employeuses ont moins de 3 salariés et la moitié des emplois associatifs concernent le domaine social. L'emploi associatif, là aussi dans la région, a connu un net repli entre 2010 et 2020 et est largement reparti de l'avant depuis. Et ensuite, je vais vous donner des chiffres plutôt là sur une enquête qui est sortie sur le début d'année, qui a été menée par le mouvement associatif au niveau national, sur l'état de santé financière des associations. On sait que ça peut avoir évidemment un gros impact sur l'emploi associatif. On y constate de grandes difficultés financières pour les associations employeuses de la région. Plus de la moitié des associations employeuses ont moins de 6 mois de trésorerie et un quart ont moins de 3 mois de trésorerie, donc c'est très considérable. Et la moitié des associations employeuses de la région estiment avoir des fonds propres faibles, voire inexistants pour 14% d'entre elles. La situation financière des associations est le premier sujet de préoccupation pour les associations employeuses en 2024 et je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Et pour ce qui est de l'actualité récente, 40% des associations employeuses s'estiment impactées par les annonces budgétaires récentes et 67% des associations employeuses estiment que la conjoncture actuelle a un impact à la fois sur leur activité, mais aussi sur l'emploi, sur leurs activités avec des diminutions ou réductions ou suppressions d'activités ou d'augmentation de cotisations. Et sur l'emploi, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, un quart des associations qui rencontrent des difficultés ont déjà décidé de ne pas forcément remplacer des départs temporaires ou définitifs. 12% stoppent des recrutements et 8% licencient déjà. En conclusion, ces chiffres nous permettent de prendre pleinement la mesure des dynamiques, mais aussi des fragilités qui traversent aujourd'hui l'emploi associatif en Auvergne-Rhône-Alpes, auxquelles j'ajoute toutes les problématiques autour des besoins de professionnalisation. Dans ce contexte, on va aborder avec vous la question de savoir comment les associations évoluent dans ce contexte, sous le prisme de 3 angles liés à l'exercice de l'emploi associatif, les spécificités des associations employeuses, les conditions de travail et les liens entre emploi et projet associatif. Donc pour nos intervenants, j'avais tout d'abord envie d'arriver à une question qui est sans doute au cœur de notre rencontre aujourd'hui. Quand on parle d'emploi associatif, on parle souvent de bien plus qu'un contrat de travail ou un poste, on parle souvent d'un engagement, d'un attachement à un projet collectif et potentiellement aussi d'une proximité avec les usagers. Mais cette singularité, elle peut parfois être une force ou un facteur de fragilité. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'emploi associatif et surtout comment faire en sorte que ces spécificités ne soient pas un frein mais une force pour demain et comment les valoriser, les renforcer pour que les associations puissent continuer à recruter et à fidéliser. Diane, je sais pas si allons-y. Merci Diane. Et en 5 minutes, on va tout résoudre. Bon. Ça va un peu lourd. Hein. Ah non, mais la barre est mise un peu haut. Alors, il explique qu'il y a 2,40. Oui, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, juste la question de la spécificité. Déjà ça. Après, qu'est-ce qu'on fait pour que tout aille très très bien? Bon, on regarde ça pour dans un deuxième temps, hein, mais pour moi, il y a beaucoup de spécificités à l'emploi associatif, bien sûr. Hein. Quand je fais le tour des travaux de mes collègues, des miens, je vais pas faire une conférence avec des noms et tout ça. Si vous voulez des noms d'auteurs et des références, on peut revenir après. Mais déjà, juste sur le fond, moi je dirais que la première spécificité qui frappe aux yeux, c'est la diversité des statuts qui doivent travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a à la fois des salariés, on a des bénévoles dans les associations, et on a des gens qui sont un peu entre les deux aussi. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un service civique. Bon, il y a des stagiaires qui passent, il y a des gens qui sont bénévoles mais qui aimeraient bien avoir un emploi salarié, il y a des salariés qui sont un peu bénévoles en plus aussi parce qu'ils donnent du temps en plus, parce qu'ils aiment bien ce pourquoi ils ont été embauchés. Et donc il y a quand même toute cette diversité de profils qui doit coexister, vous le savez, qui doit travailler ensemble. Et ça fait vraiment une spécificité et on va le dire clairement une difficulté. Hein, une difficulté. Même si on regarde à l'intérieur de chaque catégorie, si je prends par exemple
que les salariés, on voit aussi toute une diversité de situations. Il y a des salariés qui ont été embauchés, alors probablement parce qu'ils aimaient quand même la cause et la raison d'être de l'association, mais aussi parce qu'ils avaient besoin d'un emploi, alors qu'il y a des salariés qui ont fondé l'association et puis qui sont devenus salariés. C'est pas le même positionnement non plus. Donc on demande beaucoup aux salariés. Certains sont armés, certaines sont armés pour ça. Quand on a fondé le projet, on a des billes pour le défendre ensuite en tant que salarié. Quand on débarque comme ça jeune, que c'est un premier emploi, c'est un autre positionnement aussi. Donc il y a une diversité aussi à l'intérieur des catégories de salariés. Et puis on parle de l'emploi, mais on peut quand même parler du bénévolat parce que c'est une forme de travail, même si c'est pas une forme d'emploi juridiquement. Mais à l'intérieur des bénévoles aussi, on a des situations très différentes bien sûr. Des bénévoles du CA, et puis des bénévoles plus ponctuels qui interviennent de temps en temps. Et donc c'est de toute cette diversité que je veux parler, c'est toute cette diversité de profils qu'il faut arriver à faire travailler ensemble malgré tout. Je pense que ça fait une spécificité et puis donc une vraie difficulté. Pour moi, une autre spécificité sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, c'est la question aussi des attentes que concentre l'emploi associatif. C'est quand même pas des emplois, alors je dis pas qu'il y a des emplois banals, il y a pas tous les emplois sont intéressants, mais c'est sûr que dans l'emploi associatif, on voit arriver de plus en plus, je crois que c'est une tendance en plus, des jeunes qui sont déçus du système salarié actuel, du secteur privé lucratif, et qui attendent de l'emploi associatif beaucoup de choses, quoi. Un travail qui est peut-être dans de meilleures conditions, ça c'est compliqué, mais qui a aussi surtout beaucoup plus de sens, il y a toujours cette sorte de sens qui revient. C'est pas si spécifique à l'emploi associatif, ceci étant, on le trouve dans l'ESS de façon générale, dans ce qu'on appelle plus spécifiquement l'économie solidaire, le bio, l'équitable, le tourisme social, on le trouve dans la société plus largement, cette revendication d'avoir plus de sens dans le travail. Mais c'est vrai que ça se concentre énormément sur les emplois associatifs, avec cette idée qu'on serait peut-être dans un monde un peu différent, je veux dire un monde professionnel un peu différent. Ce qui est peut-être un peu plus spécifique au monde associatif, c'est l'idée que ce sens qu'on peut trouver dans le travail, alors pour employer un gros mot, on peut dire cette motivation intrinsèque, on est motivé par un truc qui n'est pas que le revenu, on est motivé par vraiment le contenu du travail. Cette motivation intrinsèque dans le monde associatif, ça peut être lié à l'idée d'un engagement politique. Ça voilà, c'est un peu plus spécifique au monde associatif, même si beaucoup de gens cherchent du sens dans leur travail, et quand on essaye de porter une cause, quand on essaye de participer à une transformation sociale, on va plus facilement se diriger vers le monde associatif que vers n'importe quel autre univers professionnel. Mais on pourrait quand même, alors là je parlais d'une cause politique, d'une transformation sociale, on pourrait quand même parler aussi beaucoup des métiers du care, des métiers de l'action sociale, dans lesquels aussi des individus cherchent aussi beaucoup de sens, parce que en fait ce sont des professions qui sont tournées vers l'usager, vers une personne, vers la relation, donc là aussi quand même, il y a aussi beaucoup d'attentes dans ce type d'emploi-là. C'est une des raisons, à mon avis, donc une spécificité et une des difficultés, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on trouve dans l'emploi associatif aussi beaucoup d'épuisement. Quand on cherche beaucoup autre chose que un revenu ou des conditions matérielles d'existence, quand on cherche aussi un engagement, quand on cherche à faire vivre ses convictions, on donne énormément. Et donc ça conduit aussi à des situations très difficiles humainement, vous le savez. Donc, deuxième spécificité qui est à mon avis une difficulté, si je me résume, ces attentes très fortes qui pèsent sur l'emploi associatif. Pour employer un autre gros mot, mais que j'aime bien, je pense qu'on peut parler de la recherche d'un engagement professionnalisé. C'est un peu bizarre comme terme, mais moi je dirais ça. C'est-à-dire la recherche d'un engagement dont on puisse vivre. Puisse vivre de son engagement. Moi je dirais qu'il y a ça, il y a la recherche d'un engagement professionnalisé. Donc deuxième spécificité. Et puis, dernière spécificité, j'avais prévenu Marc pour cette première question, j'avais beaucoup trop de choses à dire, mais j'ai presque fini. Oui, mais il est spécifique. Je confirme, elle m'avait prévenu. J'avais pas dit, mais il est spécifique l'emploi associatif, la question est bonne, c'est sûr. Dernière spécificité, c'est un emploi, à mon avis, qui est encore mal cadré. Alors ne le prenez pas mal si vous êtes vous-même en situation d'employé, on est là pour en discuter, justement. C'est un emploi qui est mal cadré, les salariés disent qu'on leur en demande beaucoup, et qu'on leur demande beaucoup sans toujours bien leur dire comment faire. Et donc moi j'ai tout de suite envie de dire, c'est lié à la difficulté qu'est justement d'être employeur dans cet espace. Et ça on voit ça dans beaucoup de travaux de sociologues, d'économistes, cette fonction employeur est très mal définie, elle est difficile à exercer, elle est difficile à différents égards. Déjà parce que quand on est bénévole dans un CA, dans un bureau, on n'est pas venu en général pour être employeur. C'est pas des gens qui se réveillent le matin quand j'ai envie d'être patron, je vais aller dans une association. Non, en fait, souvent on va dans une association pour bien d'autres raisons. Et on découvre un jour qu'on est employeur, de fait, et qu'il va falloir prendre en charge tout un tas de missions qu'on ne connaît pas, pour lesquelles on n'a pas été formé, pour lesquelles on n'est pas très nombreuses. Marc nous a rappelé le peu d'effectifs dans les petites associations.
Un jour, on n'avait pas prévu, il faut rédiger une fiche de poste, il faut savoir comment faire un entretien d'embauche. On ne l'avait jamais fait, on se débrouille. Ça fait vraiment partie des difficultés. Et c'est vrai que dans les travaux là-dessus, on voit une forme de, alors à nouveau, ne le prenez pas mal du tout, une forme de déni ou de mise à distance, cette fonction. Hein. Les enquêtés nous disent parfois, les gens qu'on interroge nous disent « Moi, je ne suis pas vraiment employeur, non ?» Bah, juridiquement, un peu quand même. Hein. Mais effectivement, on n'est pas venu pour ça et on ne sait pas forcément le faire. Donc, bah, spécificité et difficulté, quoi. Autre raison qui explique aussi que ce rôle d'employeur est vraiment difficile, c'est qu'il est dilué entre différentes personnes. Il y a évidemment plusieurs personnes au CA, plusieurs personnes au bureau. Alors, on dit souvent, c'est le cas aussi dans l'entreprise lucrative. Oui, c'est vrai, mais là, c'est dilué entre des salariés et des bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles au CA, mais il y a aussi un dirigeant salarié, parfois une dirigeante salariée, qui exerce en partie cette fonction aussi employeur. Donc ça fait des tâches à se répartir, bon an, mal an, de façon plus ou moins concertée à l'avance. Et puis, on pourrait ajouter aussi, dans cet éclatement de la fonction employeur, on pourrait ajouter aussi que la personne qui prend les décisions, ou les personnes qui prennent les décisions, qui sont par exemple habilitées juridiquement pour augmenter les salaires, ne sont pas les personnes qui peuvent débloquer des financements pour ça. Et donc, ça met aussi dans une position très bizarre, hein, d'avoir certaines responsabilités, mais pas les moyens, ou pas en tout cas les cordons de la bourse pour vraiment faire appliquer ces responsabilités, ou prendre en charge ces responsabilités. Alors, pour finir quand même par répondre un tout petit peu à l'autre bout de la question qui m'embarrassait, comment faire mieux? Comment faire mieux comment faire en sorte que, bien sûr, hein, bon, moi j'aime bien souvent me défausser en disant je suis sociologue, c'est tout, je m'arrête là, j'ai dit ce qu'on avait vu, mais on va faire un... Bon, moi je dirais concrètement, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait, à mon avis, pouvoir mieux clarifier les rôles de chacun et de chacune, de façon générale, mieux clarifier. Dire qui fait quoi, comment, à quel moment. À mon avis, il y a un préalable qui est compliqué et qui est inévitable. Hein, j'ai des collègues qui ont écrit il n'y a pas longtemps sur un ouvrage, vous avez peut-être entendu parler, sur l'autogestion, travailler sans patron, et ils rappellent ça, en fait, ils rappellent, j'avais dit que je n'étais pas trop de collègues parce que sinon il y aurait trop, mais c'est Simon Cotin-Marc, c'est Baptiste Milando, vous avez dû entendre parler de ça, parce qu'ils sont beaucoup passés en Rhône-Alpes en plus, mais ils racontent un préalable qui est nécessaire, c'est que, en fait, l'autogestion, c'est pas le bazar, c'est au contraire beaucoup plus de règles que de ne pas être en autogestion. C'est vraiment tout prévoir, tout réfléchir sans cesse. Et je crois qu'effectivement, c'est vraiment important de le rappeler. Et donc c'est valable. Alors, on n'est pas obligé d'être en autogestion quand on a une association. Il y a une pyramide quand même dans une association. Mais on s'en rapproche un peu parfois quand même. Hein. Et donc moi je dirais, première chose, pour mieux prendre en compte ces spécificités, il faut clarifier, il faut se donner des rôles, il faut se donner des statuts, il faut prévoir les situations de conflit, anticiper. Et là, il n'y a pas un modèle, hein, ça se décide ensemble, quoi. Dans l'association, voilà quelles sont nos forces, voilà quelles sont les règles qu'on se donne. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, peut-être ça tombe un peu sous le sens avec ce que j'ai dit avant, mais il faut faire attention, il n'y a pas le choix, à ce que toute cette motivation intrinsèque, cette envie de faire des choses qui nous plaisent, quoi, ne rentre pas en contradiction avec le code du travail, avec le fait que malgré tout ce sont des emplois qui ont un début, qui ont une fin, bref, il faut respecter des horaires, mais je le dis aux personnes qui sont employées elles-mêmes, hein, parce que souvent, l'exploitation, c'est l'auto-exploitation, on le sait, vous le savez tous. Et donc ça vaut peut-être le coup de se rappeler ça, de se dire c'est pas parce que j'aime mon travail que c'est pas un travail, ou que c'est pas un emploi au sens juridique, qui a un début, qui a une fin, qui a des limites. Et tant mieux si on l'aime en fait, hein. Mais voilà, à mon avis, faire attention à ce que cette motivation intrinsèque rentre pas en contradiction avec le fait que c'est quand même un emploi. C'est fini. Merci beaucoup. Renaud, tu peux prendre la suite. Je crois qu'au sourire des uns et des autres, en fait, que j'ai vu dans la salle, il y avait des échos à ce que disait Diane, donc je trouve ça plutôt bien. Enfin, bien, et puis voilà, c'est le côté vivant. On est dans le sujet. Je ne vais pas en rajouter plus, simplement peut-être illustrer, on cherche tous le mouton à 5 pattes. Moi j'ai l'exemple effectivement d'une structure, d'une association qui regroupe en fait des structures d'insertion, voilà, qui sa directrice part et ils ont fait une fiche de poste pour recruter, et puis elle est tellement, elle fait 2 pages. Et que les candidats ils savent pas trop s'il faut être plutôt gestionnaire, plutôt sur développement de projet, etc. Parce que c'est écartelé et vraiment voilà quoi. Donc c'est vraiment cet exemple-là en fait, hein, de la caractéristique de l'emploi associatif. C'est bien souvent en fait, on cherche le mouton à 5 pattes, particulièrement dans les toutes petites associations, parce que finalement, quand il y a un salarié ou un morceau de salarié, hein, des fois, il faut qu'il soit couteau suisse. Hein, il faut, voire même faire le café le matin quand les bénévoles vont arriver vers 10h.
c'est du vécu aussi, hein, mais il faut qu'il fasse l'accueil, il faut qu'il fasse un petit peu de comptabilité, et puis il faut qu'il fasse la com, hein, bien sûr, parce qu'il faut que l'association, voilà. Donc souvent, c'est bien souvent ça aussi la réalité, c'est qu'on cherche effectivement quelqu'un qui a un CV très très large et qui n'existe pas. Donc on reste un peu frustré. En tout cas, les bénévoles, des fois, sont un petit peu frustrés. Je crois que mais il est dans la salle, mais je ne veux pas le citer comme ça, mais Philippe Urvois, qui avait travaillé sur la question du premier emploi. Et du coup, il me semble qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent, où effectivement, c'était ça, c'est que les bénévoles, ils remettent tout. Quand le premier salarié arrive dans l'association, ils remettent tout sur le salarié. Pouf, ça arrive comme ça. Et que le salarié, effectivement, à un moment donné, il explose en vol, quoi, parce que c'est pas possible, c'est beaucoup trop large. La question, effectivement, quand les échanges qu'on avait eu avec Marc, j'avais dit, en fait, une association, comment j'avais dit, une association, c'est un employeur comme les autres, mais par contre, l'employeur, il n'est pas pareil que les autres employeurs. Dans le sens où, effectivement, on doit respecter le code du travail, une convention collective, des accords cadres, etc., etc. Donc, il y a bien un cadre pour l'association elle-même. Hein. Quand on fait une fiche de paye, effectivement, il y a des cotisations sociales, comme dans toute entreprise. Hein, il y a aussi des cotisations. Mais par contre, et effectivement, ce que Diane soulignait, hein, c'est l'employeur, lui, c'est pas le même, quoi. C'est un bénévole, il n'y connaît rien souvent quand il arrive, et puis comme personne n'a voulu lever la main à ce moment-là pour être président et employeur, parce que c'est pas forcément, il peut y avoir une délégation, mais du coup, il se retrouve là, un peu contraint, forcé, obligé, et il l'a pas choisi, effectivement, et c'est comment à un moment donné il va le vivre lui, et comment il va, hein, parce qu'il a une lourde responsabilité, effectivement, il y a le droit, il y a le code du travail, et puis il y a tout l'accompagnement quand même du salarié derrière tout ça. On parlera de la qualité de vie au travail là tout à l'heure, hein, sur une de nos thématiques, mais c'est tout ça, et c'est comment à un moment donné, effectivement, ce bénévole, il va pouvoir monter en compétences, comment il va pouvoir échanger aussi avec des pairs, se rendre compte qu'il n'est pas seul aussi dans cette problématique, hein, d'employeur, comment à un moment donné il va pouvoir se former, comment il va pouvoir retrouver de la ressource en interne et en externe pour pouvoir pour répondre en fait à sa responsabilité d'employeur, c'est de garantir une sécurité aux salariés, hein, tout simplement. Hein. Tout à fait. On a quand même cette obligation, il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est même bien prégnant. C'est même bien prégnant. Le sens, alors le sens, effectivement, on met plein de choses, hein, on voit tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein, qui cherchent du sens aujourd'hui dans le travail. Les plus jeunes, c'est du sens militant, effectivement, dans tout ce qui est environnement, écologie. On les voit beaucoup s'engager en fait, hein, sur ces questions-là. Les plus anciens, c'est parce qu'en fait, ils ont peut-être fait le tour aussi du monde de l'industrie, etc. Et puis ils ont des compétences qui sont belles et puis qui souhaitent mettre à disposition des associations. C'est plutôt positif, moi je trouve. Du coup, il y a vraiment cet échange-là. Donc tout le monde cherche du sens au travail, mais pas uniquement dans les associations. Je crois que dans les entreprises, d'une façon générale, hein, voilà, dans la fonction publique aussi. Territorial ou d'État. Voilà, donc tout le monde cherche ce sens-là. En tout cas, ce qui, dans une association, nous caractérise, salariés et bénévoles aussi, c'est la question du projet. Hein, voilà, c'est qu'à un moment donné, on arrive... Elle existe dans les entreprises, hein, le projet, pardon. Il existe dans les entreprises hein, également. Hein, attention, il n'y a pas le diable, et puis les gentils, les mauvais, etc. Hein. Mais il faut bien être clair là-dessus, c'est que quand un salarié il arrive, il n'a pas choisi le projet. Et il faut vraiment qu'il s'inscrive dans un projet avec une association porteuse de valeurs, avec des bénévoles, des activités. À 5 ans, on va être là avec une vision hein, aussi. Et ça demande aussi beaucoup hein, d'énergie pour le salarié pour qu'il puisse... lui se positionner, et puis c'est pas que du quotidien, j'allais dire, c'est aussi de pouvoir voir effectivement à 1 an ou à 5 ans là où on va être, quoi. Tout ça pour dire que, et moi je voulais intervenir en particulier sur la question de l'emploi dans les toutes petites associations. C'est quelque chose qui est hyper compliqué, et que pour répondre à la question de Marc,
on essaye, on tâtonne, on essaye, on se rend compte que des fois, parfois, pas tout le temps, mais la question de la mutualisation, par exemple mutualisation des emplois sous quelque forme que ce soit, hein, ce groupement d'employeurs ou autre, ou entre associations, enfin, voilà, peut répondre en fait à la problématique de l'emploi, parce que quand c'est de l'emploi qui est morcelé, à temps partiel, très partiel, etc., si vous êtes dans une association, vous n'avez besoin que de 16 heures par mois pour un ou une comptable, ben, il va bien falloir, c'est pas avec ça qu'on peut vivre, hein. Il y a aussi une réalité quand même, hein. Donc on va chercher, voilà. Donc si effectivement il y a la possibilité de mutualiser au niveau des petites associations, encore faut-il que les acteurs de l'accompagnement soient sensibilisés à cette question de la mutualisation, qu'ils soient formés à cette question de la sensibilisation, parce que ça ne s'improvise pas. Voilà, donc il y a des écueils, il y a des choses à éviter, etc. Voilà, donc effectivement, il y a cette possibilité-là, mais souvent, en fait, dans les petites associations, le salarié, il est seul. Il y a la question de la solitude aussi. On n'en a pas parlé, mais enfin, voilà, je suis tout seul en tant que salarié, au milieu de bénévoles, effectivement, qui tournent autour de moi. Comment, moi aussi, en tant que salarié, je vais pouvoir me ressourcer, je vais pouvoir monter en compétences, enfin, voilà, je vais pouvoir échanger avec des pairs, hein, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on retrouve et qui fait vraiment cette spécificité de l'emploi associatif. Voilà. J'ai pas forcément répondu à ta question, mais je la trouve tellement complexe que peut-être que c'est à la fin qu'on y répondra. Moi, je la botte à la fin. Je suis pas sociologue, mais je botte la question à la fin. Praticien. Non, mais parce que c'est un tout finalement, cette réponse-là de comment on peut renforcer l'emploi associatif par rapport aux spécificités, la qualité de vie au travail, la question du modèle économique, effectivement, où on ne tient pas les cordons de la bourse, hein, tout le temps, enfin voilà quoi. Eric. Renaud, on a plutôt fait un vaste panorama de l'emploi associatif et de ses difficultés à concilier parfois l'inconciliable, hein. On a effectivement d'un côté des bénévoles qui espèrent tant d'un salarié, qui parfois pour certains intègrent à l'association pour la première fois, que les attentes, elles sont... Oui. Je parle plus fort. Pardon. Je disais que la plupart des associations tentent de réunir ou de joindre l'inconciliable, c'est-à-dire développer leur activité, développer ce qui leur tient à cœur par l'apport d'un salarié, hein. On parle là, nous, Renaud et moi, des plus petites associations employeuses que l'on accompagne au quotidien, et on fait porter à un salarié, parfois et bien souvent en plus très jeune, dans son métier, parfois et souvent, hein, le souvent est bien prégnant, énormément d'attentes diverses et variées, un peu dans tous les sens, et on ne se rend pas compte que l'accompagnement de cette personne, hein, je parle de personne et pas de salarié là du coup, il faut y veiller. C'est précieux que de ne pas se dire on a un salarié, c'est bon, la boutique va tourner. Non, c'est tout le contraire. C'est qu'il va falloir l'accompagner, il va falloir faire de la co-construction avec lui, il va falloir être bien en phase sur ce qu'on souhaite ensemble, c'est-à-dire sous-tendu le projet associatif, le remettre en cause ou en tout cas le faire vivre régulièrement. Et puis joindre aussi l'inconciliable, c'est-à-dire se dire que effectivement un emploi ça nous engage. Hein, l'UDES, c'est aussi un de ces créneaux que d'être employeur engagé. On peut le développer par la suite, mais c'est pas la thématique d'aujourd'hui. Employeur engagé, pour moi, ça veut dire respecter l'individu, faire en sorte qu'on avance tous les deux ensemble, qu'on développe un projet commun, alors que effectivement, comme disait Renaud, la réglementation qui s'applique à une association employeuse, elle est la même que dans un grand groupe, hein. Le droit du travail, les conventions collectives, les normes, les règlements.
nous amène parfois à être un peu contraints dans ce qu'on souhaiterait développer. La pratique d'un employeur associatif, elle est des fois au niveau 0, souvent. Désolé de le dire, mais c'est notre quotidien. Et nous, en Drôme, au titre de la structure que je dirige, on essaye, je dis bien on essaye parce que c'est une petite pierre à l'édifice, d'accompagner et de former les deux parties à la fois, c'est-à-dire accompagner les employeurs associatifs à assumer au mieux leurs fonctions pour ce qui est de la part employeur, hein, travaille pas le projet associatif et tout le reste, mais les accompagner en faisant de la, j'aime pas le terme, mais pas de la formation permanente ou continue des bénévoles à la fonction employeur, mais si quand même, parce que la particularité de nos structures par rapport au monde marchand, c'est que dans le monde marchand, il y a une certaine permanence de la gouvernance, si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, certes, il y a des entreprises capitalistes ouvertes, mais il y a un fil directeur sur la gouvernance, sur la direction d'une entreprise. Chez nous, la particularité, c'est qu'on renouvelle en permanence la gouvernance. Et donc, on part souvent à se dire d'une structure, c'est bon, je crois qu'elle est dans les clous, elle a bien compris quel était son rôle vis-à-vis de cet employé-là, ce salarié-là. Elle est sur le bon chemin, et puis badaboum. On change la gouvernance, on change les administrateurs, parce que c'est même notre modalité de fonctionnement qui fait qu'on intègre ou on renouvelle des CA de façon complète et entière, et on redémarre à zéro. Sans parler de changement de salarié. Sans parler de changement de salarié, mais là, c'est pour moi prégnant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut veiller à conserver, être toujours à minima en capacité de pouvoir répondre à un salarié, bien comprendre et accepter ensemble, partager le projet associatif. Et j'en finirai par là dans un monde de plus en plus contraint parce que nous sommes affectés depuis quelques années à un émiettage des financements. Hein. On va dire que certains se sont coupés malheureusement. On en a subi les uns les autres, tout simplement, oui, subir. Subir, c'est un vrai terme, mais même lorsque ces financements continuent, ils sont de plus en plus difficiles à honorer, et puis ils s'émiettent avec le temps, ils s'émiettent. Pas énormément, hein, mais chacun d'entre eux, c'est quelques centaines ou milliers d'euros tous les ans de moins, et nous, face à un emploi ou des emplois, en tant qu'employeur responsable associatif, on a obligation de faire en sorte de trouver des solutions. Mais là, j'empiète sur une thématique suivante. On a parfois... Fais des tout. Ouais, je l'ai fait d'un coup. On a parfois à tort de projets associatifs pour préserver l'emploi, ce qui est quand même un paradoxe. On ne devrait pas, quoi. On devrait pas. Voilà. Et on n'y revient pas. Merci pour ces réactions. On va maintenant aborder un second axe de la conférence dont tu parlais, Renaud, sur la qualité de vie et les conditions de travail dans les associations. On souhaitait se poser plusieurs questions ici. Comment les associations, et en particulier les petites et moyennes, s'emparent-elles de cette question ? Est-ce que c'est vu comme une priorité ou non, notamment dans un contexte contraint, comme on a pu le voir ? Quels sont les freins potentiellement identifiés et surtout de savoir est-ce que ce sujet peut et doit être un levier pour demain dans les associations employeuses ? Diane et Renaud, vous souhaitiez vous exprimer sur ce sujet-là. Voilà, exactement. On va choisir certains aspects de la question. Hein.
J'ai pas, on s'était dit on va pas revenir sur des chiffres, sur la qualité de l'emploi, les types de contrats. D'ailleurs, je pensais que tu le faisais peut-être un peu, mais peu importe parce qu'en fait c'est des chiffres que vous connaissez ou vous pouvez trouver facilement. Moi, je me suis concentrée sur la question des freins à l'amélioration des conditions de travail, ce qui sous-entend les conditions de travail pourraient être améliorées. Voilà, je passe cet aspect-là, vous le savez. Alors, quels freins possibles? Qu'est-ce qui apparaît des travaux? Une première chose qui apparaît, je trouve, qui est assez transversale à tout ce que je peux lire ou ce que j'ai pu voir moi-même, c'est que c'est très difficile de défendre ses droits quand on est salarié d'une organisation non lucrative. C'est vraiment difficile à bien des égards. C'est compliqué de... Alors là, je ne m'adresse pas forcément aux salariés, évidemment, à l'autre côté, mais c'est intéressant de le comprendre aussi. Et je pense que vous le savez, mais on peut revenir là-dessus. C'est contre qui on s'oppose, contre qui on revendique, quand on travaille pour une organisation dont on aime bien la cause, quand on travaille avec des gens qu'on aime beaucoup. Comment est-ce qu'on mène un conflit du travail classique? Très difficilement. Comment est-ce qu'on fait grève? Ça semble pas avoir de sens non plus. On n'a pas envie de se retourner contre une organisation dont on aime la cause. Ce serait tellement bien qu'il y ait des actionnaires contre qui protester pour dire vraiment vous êtes dégueulasse, mais c'est pas le cas. Donc on est dans une situation très compliquée quand on est salarié d'une organisation non lucrative, pour dire à un moment, en fait, je suis légitime pour demander peut-être à de meilleures conditions de travail et d'emploi, un peu un meilleur salaire. En fait, ce caractère non lucratif de l'organisation, ça donne le sentiment qu'on n'est peut-être pas si légitime que ça, pour demander une autre répartition de la richesse, pour demander tout simplement une augmentation de salaire, alors qu'on est face à une organisation qui ne se fait pas d'argent sur le dos des salariés. Vous voyez l'idée. Et ça, on l'entend beaucoup. On entend aussi le fait que les salariés craignent de nuire à l'image de l'association s'ils commencent à soulever des difficultés. À nouveau, c'est une association qu'on aime bien, donc une organisation qu'on aime bien. Nuire à l'image de l'association, nuire à la cause qu'on défend, nuire à la raison même de son engagement, et puis, soyons clairs aussi, parfois nuire au financement. Oui, donc au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux, ça devient compliqué. Et puis, dans certains secteurs aussi, dans certains secteurs d'activité sociaux, sanitaires et sociaux, la relation aux usagers est très forte. Elle l'est dans d'autres domaines aussi, mais il y a des domaines où c'est encore plus fort que d'autres. Et donc, cette relation aux usagers, elle peut aussi rentrer en tension avec de possibles revendications des salariés qui, là aussi, peuvent se sentir un peu moins légitimes pour améliorer leurs conditions de travail, parce que ça pourrait se faire au détriment des usagers, tout d'un coup de mettre en difficulté l'association, alors que derrière, il y a des personnes qui attendent tous les jours une visite, des soins, voilà. Donc à mon avis, le premier frein est quand même très fort à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on fait pour revendiquer, pour défendre ses propres conditions de travail et d'emploi quand on est dans une organisation non lucrative et dont on aime la cause, dont on aime J'avais dit que j'ai plus de problèmes que de solutions ou pas? Non? Bon, je continue. Il y a un deuxième type de frein, à mon avis. Moi, j'ai pas les solutions. Moi, je comptais sur toi. Bon. Débrouillez-vous. Un deuxième type de frein que j'ai pu voir aussi, c'est que, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les bénévoles qui incarnent cette fonction employeur sont en demande de formation, sont en demande d'outils, c'est probablement pour ça qu'une partie d'entre vous est là aujourd'hui aussi, et que ces outils, à mon avis, sont pas encore existent pas tant que ça. Ces outils n'existent pas tant que ça, des outils par exemple de gestion des ressources humaines, des outils pour recruter, en fait il en existe, mais concrètement moi ce que je constate c'est que vous, ou les gens que j'ai pu rencontrer, d'autres employeurs, vous allez les chercher du coup là où vous pensez qu'ils existent, c'est-à-dire auprès de personnes qui travaillent dans le privé lucratif. C'est un peu bizarre cette situation parce que finalement, à mon avis, faute de méthodes propres à l'ESS ou aux associations, on va se former là où il y a des méthodes, et du coup on se forme auprès de méthodes qui ne sont pas forcément adaptées à mon avis. Ou en tout cas qui ne sont pas spécifiques au monde associatif. C'est une question que je me pose. J'ai eu ce sentiment, en travaillant notamment sur les méthodes de recrutement, et j'avais le sentiment qu'on manquait de réflexion sur des méthodes un peu alternatives, qui soient propres au secteur. Finalement, les personnes que j'interrogeais me disaient qu'elles allaient prendre des conseils, alors pour ce qui est de recruter, auprès de leurs proches, mais qui ne travaillent pas forcément du tout dans le non lucratif, qu'elles s'appuyaient sur leur expérience personnelle de recherche d'emploi, pas forcément dans le secteur lucratif, et donc elles reproduisent des méthodes qu'on a enseignées ailleurs, dans des écoles de commerce, dans des lieux de formation qui ne sont pas du tout spécialisés dans ce qui c'est qu'une petite association. J'ai aussi beaucoup entendu parler de consultants, de conseillers, mais qui, à nouveau, je le redis, j'ai besoin de me répéter, mais ils ne sont pas spécialistes des associations. Et donc ça conduit à une reproduction de méthodes qui, il me semble, ne sont pas forcément les plus adaptées, et en tout cas qui freinent la possibilité d'innover, de faire des choses un peu différentes. Si je reprends mon exemple du recrutement, qui freine la possibilité peut-être d'embaucher des profils différents,
Tout simplement parce que quand on se retrouve face à la nécessité de faire une fiche de poste ou un entretien, bah, on va prendre des méthodes classiques. On n'en connaît pas, on cherche des méthodes, on reprend des méthodes qui sont reproduites à force d'être répétées. Peut-être que c'est dommage, c'est une interrogation que je vous laisse ouverte, mais il me semble que ça peut être un frein à une gestion spécifique des ressources humaines dans une association. Et puis donc du coup moi je conclurai là-dessus, sur cette idée-là. À mon avis, il faut sortir de l'idée qu'il y a une seule méthode de gestion, une seule méthode de management qui marche, et que ce serait donc celle de ceux qui y ont déjà réfléchi dans le secteur privé lucratif. Moi j'y crois pas, je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Alors évidemment, c'est pas à vous ici d'imaginer tout seul des modèles alternatifs, mais en tout cas je laisse cette porte ouverte, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes à inventer plutôt que de se dire il y a une seule méthode qui marche, on va aller la reproduire. Peut-être qu'il y a des méthodes plus adaptées au secteur associatif, au secteur non lucratif, pour faire un peu autrement, pour sortir peut-être de l'entre-soi, pour trouver des choses qui sont plus adaptées. Voilà. C'est une question plus ouverte pour finir là-dessus. Parce que finalement, le système pyramidal qu'on retrouve dans les associations, qui n'est pas du tout obligatoire et inscrit dans la loi de 1901, c'est le système pyramidal finalement des entreprises. Enfin, voilà, donc finalement, ça fait des années et des années, des cinquantaines d'années qu'on ne fait que reproduire ce qu'on a appris par ailleurs. Je voulais juste commencer en disant, je vais citer du monde aujourd'hui, c'est rigolo, mais ils sont dans la salle, en citant ma collègue de la Loire qui dit souvent « Oh là là, mais ces questions-là, c'est pas du tout pour les toutes petites associations, les bénévoles, ils sont pas du tout, elle se cache, ils sont pas du tout sensibilisés à cette question de qualité de vie au travail, ils sont loin de tout ça, enfin, ils ont leurs problématiques à eux, etc. » Je ne sais pas si elle a changé d'avis, j'en discuterai tout à l'heure avec elle. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est peut-être en train de changer un petit peu, même auprès des petites associations employeuses, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on partage avec le monde du privé depuis quelques temps, c'est les difficultés de recruter. Et du coup, ça nous oblige, nous, à nous reposer les questions, à savoir comment on recrute, pourquoi on recrute. Enfin, la première chose, c'est pourquoi. C'est le pourquoi on recrute, il ne faut pas l'oublier. Donc, comment on recrute? Est-ce qu'il y a une fiche de poste, effectivement? Est-ce que, dans quel cadre? Comment on va s'organiser, etc. Et du coup, ça permet indirectement peut-être de répondre à cette question de qualité de vie au travail, mais en tout cas, ça y répond. Et on le voit, il y a beaucoup d'employeurs qui ont quelques salariés, 3-4, et qui viennent nous rencontrer en disant ben voilà quoi, j'ai un poste, ça fait des mois là qu'il est dispo et j'arrive pas quoi. J'ai quelques candidatures, hein, mais en fait, au bout du compte, j'arrive pas. Et on se rend compte qu'effectivement, ça peut être par ce biais-là qu'on rentre sur cette question de qualité de vie au travail, et non pas de façon descendante, mais bien par rapport effectivement aux besoins en fait des employeurs et des associations et des bénévoles des associations. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous. La qualité de vie, la question de la formation, elle est importante. Il y a eu un observatoire, je ne parle pas tout souvent du monde du sport, hein, tu as vu Eric, mais là je vais en parler, c'est que l'ARDAS a fait un observatoire sur le monde du sport, il y a cette année, je crois, 2025, et la question de la formation des salariés, en fait, est la deuxième thématique. Il y a déjà la question du modèle économique et ensuite la question de la formation des salariés, montée en compétences, etc. Autant vous dire qu'effectivement, c'est aussi une question qui est de plus en plus importante et dans tous les secteurs d'activité, parce qu'on sait que derrière, c'est la question de fidéliser aussi les salariés, comment ils vont rester en fait dans mon association. Bien souvent, on regrette, ou c'est presque un challenge pour nous, on a des jeunes salariés qui sortent des écoles, voilà, ils viennent se former chez nous, et une fois qu'ils sont bien formés, qu'ils deviennent performants, hop, ils partent ailleurs. Voilà, et je connais des associations qui ne font que ça, et ben c'est bien, parce que du coup c'est aussi... Il y a toujours des éléments positifs, je trouve, et des éléments pas négatifs, mais qui sont compliqués à gérer. C'est positif dans le sens effectivement où souvent pour un jeune qui sort de l'école, il faut déjà trouver un premier poste. Voilà, donc c'est une première expérience.
C'est une première rencontre avec le monde du travail aussi, et avec, on l'a expliqué avant, un monde du travail assez particulier, parce qu'il y a des bénévoles. Mais comment derrière, effectivement, je vais accompagner je vais être à l'écoute de ce salarié, comment je vais l'accompagner en fait dans sa mission, comment je vais anticiper aussi sur l'adaptation de son poste de travail par rapport au changement de la société d'ici quelques années. Et c'est aussi de notre responsabilité d'employeur à un moment donné. Donc voilà, donc il y a vraiment tout ça. La formation est quelque chose de très important, me semble-t-il. Tu peux faire une parenthèse sur la formation? Non, vas-y. Oui, non, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous, en complément de ce qu'avait très bien dit Yann. Je ne devais pas participer à ce point-là, mais... Que tous les points. Voilà, voire ceux. Au titre de la formation, nous, on a, quand je dis nous, la Drôme Profession Sport Animation, on a pris le parti de devenir centre de formation professionnelle au métier du sport et de l'animation, profession sport animation, il y a quelques années de cela, parce que on se rendait compte en accompagnant des employeurs associatifs issus principalement du monde du sport et un peu de l'animation, que les jeunes qui intégraient ces associations avaient de vraies carences sur justement la diversité des emplois qui allaient leur être proposés. C'est un constat qu'on a fait. Et à la rigueur, il nous appartient. Donc du coup, on a souhaité intégrer, non pas une chaîne de valeur, ça c'est un terme économique marchand, mais en tout cas participer à la formation d'une autre façon. On prend en compte un référentiel métier parce qu'on forme des jeunes sur du brevet professionnel par exemple, et il y a un cadre normé qui nous fait devoir prendre en compte le référentiel, mais on leur apporte au titre du surplus, entre guillemets, plein de références et de conditions de travail apportées par des pairs qui ont déjà quelques années de bouteille derrière eux pour qu'ils comprennent qu'être éducateur sportif, par exemple, c'est pas qu'être au bord du terrain. C'est bête à dire, c'est tout simple à dire, mais c'est aussi être le pivot la plupart du temps d'une toute petite association employeuse qui compte là. La capacité de pouvoir salarier va d'abord aller vers la technique, vers le sportif. Être éducateur sportif, c'est pas être qu'au bord du terrain. Donc on essaye de leur amener ça. On est à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui parce qu'on forme des éducateurs sportifs en 2 ans, là où la plupart des centres de formation les forment en 1 an, parce qu'on est financé sur 1 année, non sur 2. Il faut l'expliquer à l'employeur, mais au moins la posture, elle est là. Les gestes professionnels, ils sont là. Et pareil dans l'animation. Mais c'est un choix. Et on se rend compte que progressivement, ça fait maintenant 5 ans qu'on forme au BP, que les premiers que l'on a formés sont toujours en emploi. Donc, est-ce que c'est un petit signe à notre niveau d'avoir fait notre boulot et contribuer à ce que, justement, l'association demande et souvent en demande contradictoire parfois, et un jeune vont pouvoir se rencontrer et faire un bout de chemin ensemble en partageant réellement une aventure commune. Voilà, c'était tout au titre de la formation. Un exemple qui nous est propre par ailleurs. Merci. Moi, je voulais juste rajouter parce que on a peut-être un discours, j'avais une réflexion là, on a peut-être un discours un peu élitiste là en ce moment. On n'a pas parlé finalement aussi de tous ces emplois de l'ombre, parce qu'on n'est pas tous dans une association, on n'est pas tous chargés de mission à la vie associative ou je ne sais quoi, faut pas l'oublier. Voilà, dans la structure dans laquelle je travaille, par exemple, nous gérons 7500 mètres carrés de locaux, et ça veut dire que derrière, en fait, pardon, c'est un lapsus. Il y a une équipe en fait d'entretien maintenance, ils sont 7, et il y a une équipe d'accueil du bâtiment, des bâtiments en fait, et ils sont 5. Et souvent, en fait, on les oublie sur cette question de qualité de vie au travail.
Et la première des choses, en fait, et souvent on l'oublie, mais alors c'est des salariés, enfin, à la GCA, en fait, ce sont des salariés de la GCA. Mais je mettrai dans le même lot aussi les intérimaires, hein, les boîtes d'intérim qui vont mettre à disposition 3 personnes le matin quand vous n'êtes pas là et qui vont nettoyer les bureaux. On les oublie aussi souvent, en fait, sur cette question-là. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'on était peut-être un petit peu élitiste là à en parler. Et la question, elle est là aussi, c'est comment à un moment donné on tient compte de cette qualité de vie au travail, parce que de toute façon, et par expérience, hein, toutes ces personnes qui travaillent en entretien, maintenance ou accueil, en tout cas chez moi en fait, elles sont toutes à temps partiel. Et tous les autres en fait, une équipe d'une dizaine hein, sur vie associative, ESS, DLA, ils sont tous à temps plein. Voilà. Alors, il y a des vraies questions à se poser, j'ai pas la réponse. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis à la GLCA, je me pose toujours les mêmes questions. Il y a la question aussi de comment on travaille dans le cadre de cette qualité de vie au travail, comment on intègre ces personnes-là, on les fait travailler avec nous sur le projet associatif. C'est quoi leur place, en fait, dans notre projet associatif, en fait, hein, parce que finalement, c'est un morceau de notre société, hein, faut pas l'oublier. Et du coup, c'est quoi leur place ? Est-ce qu'elles restent invisibles et finalement on ne tient pas compte de leurs paroles? Ou alors on va tenir compte aussi de leurs contraintes, leurs difficultés? Chez nous, on a fait... Non, je vais arrêter de la citer. Chez nous, on a pris le parti en fait de faire travailler les femmes de ménage la journée. Les hommes et les femmes de ménage, pardon. La journée. Voilà, elles ne sont pas là elles ne sont pas là de 4h à 7h du matin ou 8h du matin. Elle démarre effectivement quand même à 7h parce que quand on ouvre à 8h45, il faut que ce soit à peu près... Voilà, mais elles sont là jusqu'à midi. Et puis elles sont là également l'après-midi. Et c'est quel contact elles ont avec les associations, avec les bénévoles. Et Nadia, ça fait 40 ans qu'elle est à la GLCA et elle fait le ménage. Et elle connaît toutes les associations. Et pour moi, c'est une personne ressource. Parce qu'à un moment donné, je vais aussi me tourner vers elle. Voilà, donc c'est pour ça que je dis attention aussi à ce qu'on... de qui on parle, voilà, et qu'on ait bien en vision que c'est bien l'entièreté des salariés dont on parle aujourd'hui. Hein. Pardon pour cette... Merci une nouvelle fois à tous les trois pour ces compléments. Sur une autre question qu'on s'est posée lors de la préparation, c'est celle des liens entre emploi et projet associatif. On peut parfois constater des situations où l'emploi et la gestion des ressources humaines ou la course au financement peuvent finir par tordre le projet de départ. Est-ce que c'est des situations, là c'était plutôt pour vous deux, Eric et Renaud, que vous avez déjà constaté? Comment on fait pour que l'emploi soit au service du projet et non l'inverse? Et est-ce que vous connaissez des garde-fous pour essayer de se prémunir de ce genre de choses? Compliqué. Vas-y, comme je viens de terminer. Non, très clairement, pas de solution non plus, mais par contre, on accompagne à un niveau local 200 associations employeuses et j'en connais pas une qui n'a pas des difficultés de trésorerie ou de prise en compte des salaires face à des diminutions de surface financière. On va piocher dans nos réserves depuis quelques années quand on en a, mais très clairement, ça devient de plus en plus tendu. Et à ce titre-là, les administrateurs d'associations employeuses sont démunis. Ils n'ont pas particulièrement de recettes pour trouver à tenir les deux bouts d'un projet associatif où malheureusement l'emploi représente une charge non négligeable dans l'association. C'est la principale charge. Et pour maintenir un emploi, parce que justement, comme le disait Diane, on n'est pas dans des structures comme les autres. Hein. Dans le privé, on réajuste la ressource humaine. Hein. On réajuste, c'est une ressource. Quand on a la capacité à pouvoir se développer, on la développe, et quand on doit réduire la voilure, on licencie. Je grossis le trait là, bien entendu, mais c'est ainsi. Dans l'associatif, c'est complètement différent. Quand on est contraint et qu'on sait pertinemment que
que oui, effectivement, les fonds propres se réduisent, qu'on va être dans la difficulté, que le mur, on est en train de le voir. On maintient quand même, on essaye de maintenir le cap pour maintenir un emploi parce que justement, on a des relations avec la salarié de l'association, je parle des plus petites, particulières, qui font qu'on va essayer de maintenir coûte que coûte cet emploi-là en essayant de trouver des solutions. Mais l'exercice a ses limites, quoi. J'ai pas de solution. J'ai animé il y a 2 jours de ça, justement, une formation ou un échange de pratiques, plutôt. J'appelle ça un échange de pratiques, moi, lié au financement de l'association. Il y en a certaines qui sont allées à me dire ouais, mais le mécénat, ça serait bien. Voilà, on imagine des dispositifs auxquels il va être compliqué d'accéder parce qu'on n'a pas, on n'a plus, on est démunis, on n'a plus le levier de l'adhésion. Il vaut ce qu'il vaut, mais il n'est pas non plus complètement mobilisable. On ne peut pas augmenter sans cesse nos adhésions, même si c'est la principale ressource. Les financements publics, vous le savez aussi bien que moi, ils se réduisent de plus en plus quand ils ne s'éteignent pas parfois. On est en train de tordre effectivement ce qui était parfois de beaux projets associatifs à comment fait-on? Est-ce qu'on va devoir se passer d'une partie? Est-ce qu'on peut proposer aux salariés de diminuer ses heures parce que ça nous diminuerait notre masse salariale? Mais c'est horrible. C'est horrible parce que derrière, il y a quelqu'un qui vit, quoi. Et puis, comme le disait Diane, qui vit aussi par un engagement. Mais il faut qu'il vive au quotidien. J'ai pas de réponse, c'est un constat. C'est un constat et dans quasiment la plupart des associations qu'on accompagne aujourd'hui. Désolé. Ouais, moi je ne serais pas aussi catégorique que toi. Oui, mais tu me connais, je suis radical, souvent. Non, mais il y a l'utopie de ce qu'il faudrait faire et puis il y a la réalité de terrain. C'est vrai, et actuellement, on le voit, hein, on a beau vouloir garder les emplois, c'est compliqué. Licencie à tour de bras. Par contre, il y a une vraie réflexion, je pense, à avoir, c'est sur la question de nos gouvernances. Parce que en 2008, on a quand même vécu une crise financière importante où dans les entreprises marchandes comme du privé, on est privé aussi, hein, les associations. Mais non marchandes, non lucratives. Lucratives, non, pardon, merci. But non lucratif. Du coup, ça a débauché, en fait, hein, ça supprimé de l'emploi, etc. Tandis que nous, en 2008 encore, parce que tu citais 2010-2020, il me semble, hein, mais en 2008 encore, on résistait, hein, voilà, en termes d'emploi. J'ai pas dit on en crée, hein, au moins on a résisté. Je pense que la particularité de la question de l'économie sociale et solidaire, c'est la question de la place des salariés aussi. Et finalement, dans les associations, parce qu'il y a l'ESS, les SCOP, les SIC en particulier, enfin voilà, mais il y a aussi les associations, et surtout les associations de l'ESS, c'est la question de la place des salariés. Et personnellement, je pense que quand les difficultés, elles sont partagées dans une gouvernance, y compris avec les salariés, ça permet peut-être aussi de trouver d'autres solutions et d'amortir à un moment donné. Et souvent, dans nos associations, on se refuse à ce que les salariés soient présents au conseil d'administration, à un titre ou à un autre. Hein. Ils peuvent être au conseil d'administration, voilà, il ne faut pas l'oublier. Il y a une possibilité à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir peut-être un dialogue plus franc, hein, sur les problématiques qu'on rencontre et d'échanger aussi sur des solutions. Et je trouve que cette piste-là, en fait, elle n'est pas assez travaillée parce que ça nous fait peur. Hein. On parlait, en fait, parce qu'on voit bien cette distinction qu'on fait, hein, les bénévoles, les salariés. En tout cas, on est dans le même bateau, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a l'engagement qui fait effectivement le lien. Et du coup, c'est comment à un moment donné, effectivement, on retravaille nos gouvernances, qu'elles soient pyramidales ou horizontales, hein, peu importe, mais en y incluant, en fait, en y intégrant la question de la place des salariés dans nos organisations.
c'est vraiment quelque chose, je pense, on n'a pas assez réfléchi. Et quand on annonce à des salariés un plan social en disant, voilà, on va licencier, enfin, je ne les citerai pas, mais comme la semaine dernière sur la métropole de Lyon, 17 salariés, c'est comment ça a été pris, comment ça a été décidé, comment... Même pas, on n'arrive même pas à sauver un salarié, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vraiment ça. Comment à un moment donné on travaille ensemble. Sur le département de l'Ain, par exemple, on avait aussi, je peux donner cet exemple-là, une association. Les bénévoles étaient vraiment au bout du rouleau, ils voulaient arrêter. Il y avait 2 salariés, donc il y avait quand même cette responsabilité d'employeur à un moment donné. Ils se sont tournés vers nous une première fois, disant on aimerait trouver une solution pour les salariés, peut-être transformer en SCOP ou en SIC, voilà, faire évoluer finalement du statut associatif vers autre chose. Ok, on réfléchissait, on va vous accompagner, etc. sur cette question-là. Et finalement, 2 mois après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision de dissoudre l'association. Voilà, puis ils ont licencié les 2 salariés. Et je pense que vraiment, à un moment donné, il y a la question de cette place des salariés qui est importante dans des décisions telles que celle-ci. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas si on a répondu à ta question. Parce que le projet associatif, souvent, oui, pour revenir là-dessus, c'est souvent on va chercher des sous, c'est pas pour le projet associatif, hein, c'est pour les emplois. Pour les emplois. Il y a une confusion, quoi. À un moment donné, il y a quand même un biais. Oui, parce qu'on a cette responsabilité employeur, on l'a dit, hein, du coup, il y a des salariés qui doivent vivre derrière, mais du coup, on va quelque part chercher juste des sous, effectivement, pour alimenter la caisse, pour payer les salariés à la fin du mois. Et puis, du tout, à un moment donné, on parlait du sens tout à l'heure, et ça a quel sens, quoi? C'est pourquoi, finalement, on a des financements, on va chercher des financements. Voilà, donc il faut bien recentrer effectivement sur le projet associatif parce que c'est quand même le point de départ, quoi. Et la question du salariat en fait partie, on en viendra peut-être juste après, je sais plus, mais quand je développe en fait une action, une activité, j'ai vraiment besoin d'un salarié? C'est peut-être déjà la première question à se poser, quoi. Et c'est ça aussi, reposer la question de son projet et la question du salariat. Les salariés, ils sont là pour quoi? Voilà, il y a beaucoup de structures qui vont chercher des financements juste entre guillemets. Je suis peut-être injuste justement dans ce que je dis, mais juste pour sauver des emplois, mais pour quel projet finalement? Merci à tous les deux pour ces interventions. La dernière question qu'on souhaitait se poser, et une nouvelle fois à toi, Renaud, notamment. Difficile d'imaginer le futur de l'emploi sans évoquer un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui, dans certains cas, peut faire gagner du temps, alléger des tâches administratives, aider à mieux gérer des données. Et pour des associations souvent sous pression, ces gains peuvent sembler précieux, mais en parallèle, il y a d'autres enjeux, notamment éthiques, autour de l'intelligence artificielle. Comment ça vous traverse ces questions-là actuellement? Je ne sais pas si je suis ciblé sur la question de l'intelligence artificielle, je te remercie. Non, mais c'est quelque chose, effectivement, de toute façon, on ne peut pas le nier. Donc déjà, on ne peut pas dire non, ça ne nous regarde pas, on n'y touche pas. Voilà. On l'utilise au quotidien, ou pratiquement tous au quotidien. Sans même le savoir. Sans même le savoir, effectivement. Même quand on vous appelle au téléphone, vous dites non, je ne suis pas intéressé, mais la voix, elle continue, vous savez. Et il paraît que... mais derrière le mot intelligence artificielle, en fait, on met tout. Hein, c'est des applications. Enfin, voilà. Faut quand même arrêter de dire tout et n'importe quoi. Donc c'est déjà ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis, je crois que la première question, parce que finalement, si vous travaillez avec des collègues, avec des équipes, etc., peut-être que vos collègues vont travailler avec de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas. C'est ce que tu as découvert.
Et du coup, moi je l'ai découvert effectivement, la chargée de com. Voilà. Je ne connais pas un ou une chargée de communication aujourd'hui qui ne travaille pas avec de l'IA, parce que même Canva aujourd'hui, si vous utilisez Canva, c'est de l'IA, enfin, il y a de l'IA intégrée dedans, enfin voilà quoi. Donc, merci. Donc la première chose, c'est d'être réaliste. C'est quelque chose qui va nous traverser, c'est pas forcément, ou c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui va nous traverser en fait là pour les années à venir. Mais finalement, enfin, moi j'allais presque dire comme l'informatique nous a traversé, comme l'écriture avec Gutenberg nous a traversé, enfin voilà quoi. Je pense que c'est pas le diable non plus. Il faut juste savoir ce que l'on veut nous, quoi. Tu parlais de la notion de l'accompagnement des associations sur cette question-là. Mais sur cette question-là, c'est déjà prise de conscience de se dire ah bah oui, un tel ou un tel, même entre bénévoles de toute façon, hein, même les bénévoles ils l'utilisent, enfin, ils sont comme nous. C'est dingue ça. Mais voilà, c'est déjà prendre conscience de ça, de se dire de toute façon on l'utilise. Et puis derrière, c'est comment on accompagne les bénévoles, les salariés à comment on l'utilise. Enfin, voilà, est-ce qu'on va l'utiliser pour tout et n'importe quoi, juste pour un texte, pour créer une image, faire une vidéo, etc., de la musique, parce qu'on peut le faire aussi. Voilà, je pense qu'il faut recentrer à un moment donné cette question sur un côté éthique quand même, et se poser la question effectivement dans quel moment j'en ai besoin, dans quel moment j'en ai pas besoin, donc finalement je ne vais pas l'utiliser. Je crois que c'est important, enfin, je pense vraiment que c'est un rôle politique à ce niveau-là, c'est pas anecdotique, c'est vraiment politique. Voilà, je vais l'utiliser, je vais pas l'utiliser. On a conscience quand même aussi des dégâts que ça fait hein, sur l'environnement, sur la consommation d'énergie, enfin voilà. Donc faut bien en avoir compte sur où sont stockées les données aussi. Hein. Faut le savoir. Hein. Voilà. Les questions de RGPD. Rien à péter. Là. Règlement général de protection des données, je peux vous dire, voilà. On s'assied dessus. La question en fait de faire d'éthique, c'est aussi, je vais pas nommer mon voisin quand je vais faire un texte parce que effectivement, ça va être gardé en mémoire, machin, avec son adresse, son téléphone, etc., son pédigré. Donc voilà. Donc à mon avis, il y a un vrai travail d'accompagnement à faire auprès des associations. De dire oui, vous l'utilisez, mais dans quelles conditions, comment on va peut-être avoir une réflexion pour mettre en place une charte. Voilà, c'est peut-être quand même le minimum à avoir. Et puis la question de l'emploi, bien entendu. Est-ce que ça va remplacer les emplois qui existent aujourd'hui ? Et pour moi, c'est comment on anticipe, quoi, et comment on va accompagner à la transformation. On l'a vu, en fait, sur la question de l'informatique. Aujourd'hui, tout le monde fait ses courriers, hein. Secrétaire, il y en a de moins en moins, voilà. C'est des métiers qui disparaissent. Il y a quelques années, on disait les comptables vont disparaître parce que vous avez un photocopieur qui fait des scans et qui va vous trier automatiquement dans les dossiers. Ça existe, hein. Voilà, donc là, votre compta, il n'y a même presque plus besoin de comptable. Moi, je pense que c'est surtout que les métiers vont se transformer, comme il y a eu pour l'informatique, tout simplement. Et du coup, nous, notre rôle d'acteur de l'accompagnement, c'est comment on anticipe et comment on réfléchit à ces questions-là, et comment on va accompagner effectivement les bénévoles et les salariés sur ces questions pour anticiper. Mais c'est en ce moment que ça se joue, et je pense que c'est urgent qu'on y réfléchisse, quoi, avant d'être happé, en fait, hein, dans une urgence, qui fait que on va encore une fois on va se tourner finalement vers le lucratif pour dire comment vous faites, oui tiens allez hop on prend, voilà. Donc est-ce qu'on peut pas aussi développer des choses propres à nous finalement sur ce niveau-là? Pour moi et on est vraiment, je pense, et en retard et en même temps au début de la réflexion, quoi, voilà. Qu'est-ce que l'IA amène comme plus-value finalement dans des tâches du quotidien et par rapport à mon projet associatif? Qu'est-ce que je vais pouvoir confier à l'IA sur des tâches peut-être répétitives, mais qui va me permettre moi de me dégager du temps pour développer mon projet associatif, développer des activités, aller rencontrer du monde, parce que le plus important dans nos associations c'est l'humain, hein, on ne fait parler que de ça depuis le début.
Mais je crois que, voilà, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et il ne faut surtout pas se voiler la face, quoi. Il n'y a pas des méchants et des gentils, là, non plus. Enfin, voilà, quoi. C'est qu'il y a l'IA, voilà. Enfin, la solution des groupements d'employeurs, je sais que dans le cadre de la démarche petites et moyennes associations employeuses qui organisent cette journée aujourd'hui, on a essayé de dresser une liste des groupements d'employeurs qui ont une appétence ou une spécificité à travailler avec des associations, que ce soit pour tout type d'association ou des associations de domaine spécifique. Donc c'est aussi une ressource qu'on a à disposition. Il y a un espace documentaire là qui se situe juste derrière moi où cette liste est présente aussi, donc ça peut peut-être être quelque chose qui peut vous aider au-delà de l'atelier qui se tiendra cet après-midi. Et puis sur l'autre question, en fait, enfin voilà, la réponse est, enfin pour moi, les petites et moyennes associations, mais comme dans PMAE, on est à peu près à moins de 10 salariés. C'est quand il n'y a pas encore de représentants du personnel, vous voyez, enfin, convention de l'animation, c'est à partir de 7, mais voilà. Et c'est surtout important, c'est que là, par contre, c'est un peu comme dans le monde du lucratif, hein. C'est que ça représente quand même 80%, si quelqu'un veut bien me contredire, ou même si je me trompe, plus de 80% en fait des employeurs associatifs ont moins de 10 salariés, quoi. Enfin voilà, c'est les TPE, PME qui existent et qui sont hyper importantes parce que ça fait c'est elles qui créent ce qu'on appelle dans notre jargon du maillage territorial. Elles sont présentes en milieu rural. On n'en a pas parlé aussi de cette spécificité-là aussi, hein, s'il y en a une. Mais voilà, quoi, c'est ces associations qui sont présentes partout où il y a besoin, quoi. Et que vous connaissez au niveau effectivement de France Alzheimer ou d'autres structures, ADOT et compagnie, qui doivent être des associations partenaires pour vous. C'est là où je disais tout à l'heure, parfois on tord le projet associatif, parce que pour maintenir l'emploi, on donne aux salariés de trouver les solutions pour se financer lui-même, quoi. Ce qui est complètement paradoxal. Mais cela existe, effectivement. Moi, je renverrai aux travaux de Viviane Tchernonog, hein, le paysage associatif français, qu'elle a réalisé depuis 2007, et où elle nous a alertés, hein, sur ces questions-là. Alors, pas sur le fait que les salariés avaient dans leur mission de chercher des financements, mais parce que ça fait partie aussi de ce basculement que l'on vit depuis quelques années maintenant, enfin 10 ans, où on avait auparavant des subventions de fonctionnement global pour l'association qui se transforment petit à petit en subventions sur projet pour l'association, mais également des appels à projets, mais également des appels d'offres, du marché public, délégation de services publics, appels d'offres traditionnels, etc., etc., et qui font qu'effectivement ça change totalement la donne. Et que là où il y a des salariés dans une même association qui ont dans leur mission d'aller chercher des financements, il y a des associations qui ont un seul chargé de mission en charge d'aller chercher des financements. Enfin voilà, il y a des gens, des salariés qui sont dédiés à ça. Ils ne font que ça. Partenariat et mécénat, etc. C'est comme ça que le titre souvent. Mais derrière, ça veut dire que face à des... Je prends l'exemple du FDVA2 en particulier, si on prend le Fonds de développement de la vie associative, si on prend cet exemple-là, c'est qu'en fait, il y a des associations qui sont devenues des professionnels pour remplir des dossiers et qui le font super bien, c'est nickel chrome, etc. Et il y a des associations qui n'ont pas ces moyens-là, en fait, et qui se retrouvent à essayer d'expliquer son projet, ce qu'on veut faire, etc. Et que c'est pas forcément toujours évident. Et on le voit, hein, de toute façon, ça se voit tout de suite. Alors en plus, avec l'IA, maintenant, il y a un troisième qui s'est rajouté. Mais c'est vraiment typique aujourd'hui. Enfin, il y a des dossiers, quand on les lit, c'est effectivement, il y a quelqu'un derrière qui est spécialisé pour répondre. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on passe de plus en plus de temps à rechercher des financements. Et là où Eric disait, on a des financements qui s'émiettent, c'est-à-dire 1 000 € par-ci, 3 000 par-là, mais pour nous, ils sont importants, quel que soit notre budget.
Et du coup, ça veut dire qu'on va consacrer du temps également à aller chercher des financements ailleurs. Et ça met une tension, hein, ça rajoute de la tension au sein de l'association, et puis d'insécurité au niveau du salarié, hein, parce que c'est aussi conditionné à l'obtention ou pas de ce financement, quoi. Je pense qu'il y a une contraction là, des financements qu'on est en train de vivre, où effectivement tout le monde va chercher des financements là où ils sont, hein, enfin, voilà, et où il en reste peut-être un petit peu. Ça fait des années également qu'on dit que c'est pas dans le privé, c'est pas le mécénat qui remplacera le financement public, hein, on le dit, et que quelque part on n'a plus beaucoup de voix quand même, hein, c'est la question de ce que l'on vend. Et on l'a vu aussi, hein, enfin, là encore, je vais revenir à Viviane Tchernonog, j'aime beaucoup Viviane, hein, les travaux qu'elle a fait. Voilà. Mais elle le disait déjà il y a quelques années, attention, parce que quand on augmente le coût de nos activités, de nos prestations, derrière, c'est nos adhérents et des personnes qui ne peuvent pas, hein, suivre financièrement. Parce que si je rajoute un tiers au prix de mon activité de gym, c'est bien pour moi, pour mon association, mais derrière, il y a un certain nombre d'adhérents qui ne vont pas pouvoir suivre financièrement, hein, parce qu'il y a aussi d'autres dépenses. Donc, effectivement, nos marges de manœuvre, elles sont étroites, quoi. Je peux pas te répondre, quoi, à part dire oui. Enfin voilà, oui. Et nous, j'ai l'impression de subir, c'est pour ça, tu vois, que je peux pas te répondre, quoi. Mais je suis comme beaucoup, certainement, quoi. Enfin, quand on voit effectivement, je vais répondre sur une expérience, du coup. S'il n'y a que toi qui pourras le dire au niveau du département de l'Ain. Donc moi je suis sur le département de l'Ain et le département de l'Ain nous a sucré la dernière subvention cette année 2025 juste par un petit courrier avec 3 lignes en disant on vous supprime les 18 300 € que nous vous avions attribués pour l'accompagnement à la vie associative sur les territoires et la formation des bénévoles. Encore une couche, tu vois. Et du coup, tu as envie de leur renvoyer en leur disant, mais symboliquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en capacité de financer des associations, mais vous n'êtes pas sûr que ces associations vont pérenniser en fait leur projet dans les 3 ans ou 4 ans, puisqu'elles-mêmes sont en difficulté. Mais tout ce qui est... Et j'ai fait cette même réflexion d'ailleurs à la CRC, la Commission régionale consultative, il y a 2 jours, c'est de dire, on peut quand même regretter qu'on finance directement les associations, mais tout ce qui permet aux associations et aux bénévoles à un moment donné de se renforcer, de s'outiller, de trouver des béquilles, on les supprime, quoi. Voilà, donc je trouve ça dommage qu'effectivement, et avec une autre dimension, parce que là on est sur Saint-Étienne, il y a la métropole de Lyon, je vous ramène sur le milieu très rural. Je ne fais pas la différence entre rural et très rural, hein, donc, mais où à un moment donné, effectivement, on n'a pas les mêmes outils qu'en milieu urbain. Voilà, hein, et du coup, ça veut dire qu'en fait, nous, on va plus aller on va plus aller dans le département de l'Ain sur des petits villages parce qu'on n'a plus les moyens. Bien sûr, on va rester sur Bourg-en-Bresse, donc voilà. Mais quelqu'un qui est sur Gex, ça fait 3 heures, 3h30 de route. Il vient, voilà. Là où nous on a les verts, on va se replier. Et je trouve ça dommage qu'à un moment donné, effectivement, les financements publics ils tiennent pas compte de ces éléments-là. On préfère, on est à la Maison des Sports, on préfère donner en fait des camionnettes que d'outiller et de donner des béquilles aux associations. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Merci une nouvelle fois à tous les trois. On voulait conclure cette conférence table ronde ensemble par un petit exercice de projection et je voulais vous poser chacun à tous les trois la question de savoir si vous aviez une envie ou une conviction forte pour l'emploi associatif de demain. Non, on va y répondre. Voilà. Envie, tu avais dit éventuellement rêve, conviction forte, je sais pas, envie, rêve. Du coup, je vais reprendre juste quelques points que j'ai dit tout à l'heure. Mon rêve, l'emploi associatif de demain. Un emploi où les rôles sont mieux cadrés, où chacune sait quelle est sa place, quelles sont ses attributions, sait ce qu'il ou elle a à faire. Et ça a été décidé collectivement, je dirais déjà ça.
puisqu'on rêve du coup de meilleures conditions de travail et d'emploi pour tout le monde, on rêve, on a le droit, hein, donc voilà. Évidemment, en lien avec la question du financement, forcément, on vient de le dire, avec des financements plus pérennes pour qu'on passe plus de temps à faire des choses concrètes, utiles, plutôt qu'à chercher des financements pour faire tout ça. Bon, j'ai dit que je rêve. Et en dernier, pourquoi pour tout ça, à mon avis, ça c'est mon... Voilà. Pour répondre aux aspirations que je vois partout, à plus de sens dans le travail, à plus d'engagement dans le travail, sans sacrifier la condition de l'emploi, la qualité de l'emploi. Hein. Plus de sens dans le travail, mais sans sacrifier la qualité de l'emploi. Qu'on ait les deux. On peut rêver. Ouais. La question est hautement politique, justement, pour rebondir. Complètement. Pour moi, c'est la question, du coup, de la société qu'on veut, que l'on souhaite, derrière, puisqu'on parle emploi, du coup, c'est la question de l'économie. Pour moi, c'est la question d'une économie plus partagée, plus équitable, plus répartie, et qui permette à un moment donné aussi d'avoir plus de sens, de donner plus de sens dans ce que l'on peut faire. Donc je pense que l'emploi de demain, s'il y avait un rêve à faire, c'est que ils s'inscrivent en fait dans cette économie partagée au service de notre territoire et pas de quelques-uns, et au service en fait, au service des habitants, au service d'une démocratie, au service de citoyens, parce que c'est quand même aussi pour ça que, moi en tout cas, je milite. À un moment donné, c'est aussi pour que on retrouve quand même une voix, une équité entre les voix des uns des autres, qu'on puisse aussi s'entendre et s'écouter, parce que ça manque un petit peu en ce moment. Donc pour moi, l'emploi, il est vraiment, il serait dans ce sens-là. Enfin, voilà. Et avec le mot de la fin. Ouais, me concernant, c'est agrégé, c'est toujours agrégé, c'est un peu le sens, c'est la raison d'être de l'UDES. Honnêtement, je vous disais tout à l'heure, avec le micro qui grésillait, qu'en soi, c'était 23 fédérations patronales qui se regroupaient sous une même bannière, mais toute proportion gardée, on a fait beaucoup de chemin depuis 10 ans à l'UDES. Mais on n'est toujours pas à la table des négociations pour les grands accords cadres, au même titre que le MEDEF ou la FNSEA. On a encore une parole à porter et la route est longue, quoi. Malheureusement, la route est longue. Je sais, j'ai pas de solution, si ce n'est de se fédérer les uns les autres, parce que c'est un lieu commun que de le dire, mais d'être un peu plus entendu, un peu plus fort. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je l'espère. Je l'espère. C'est en tout cas la raison d'être de l'UDES, et je vous pousse à regarder qui nous sommes. Merci à tous les trois pour cette conférence.